Et salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Eh bien, vous avez vu le titre. Oui, Solana va flip Ethereum. Et ça pour plusieurs raisons qu'on va voir dans cette vidéo. Oui, effectivement, la crypto que vous adorez tous, à savoir Ethereum, eh bien, va bientôt se faire dépasser par Solana. Et on va voir les raisons dans cette vidéo. Alors, revenons-en au début quand même. Pourquoi Ethereum a surpassé tout le monde pendant toutes ces années? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Ethereum a proposé pour la première fois de la DeFi dans la crypto-monnaie, ce qui n'existait pas auparavant, et ça grâce au smart contract, et surtout grâce au langage Solidity, qui a été le tout premier langage utilisable sur la blockchain. Ça a permis donc l'essor de la crypto-monnaie pour une raison très simple, c'est que on s'est retrouvé d'une crypto qui ne servait qu'à faire des transactions à une crypto qui a une blockchain qui est utilisable et sur laquelle on peut répéter des opérations qui sont aussi celle de la finance traditionnelle. C'est-à-dire que tout ce que vous pouviez faire sur la finance traditionnelle, eh bien vous pouviez le faire aussi dans la finance décentralisée et ça c'était un gros plus. Alors revenons maintenant aux bases. Ethereum, ça a été lancé en 2015 et c'est ce qui a vraiment révolutionné toute la crypto au tout début. Ça a été une véritable révolution. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la première blockchain qui intégrait des smart contracts et qui permettait de coder en Solidity un langage spécialement conçu uniquement pour la blockchain. Et ça, c'était vraiment incroyable pour l'époque. En 2020, pour la première fois, eh bien, on parle de DeFi. On parle enfin de finance décentralisée dans la crypto-monnaie. Et ça, encore une fois, grâce à Ethereum, grâce à Ethereum, si vous préférez. Ça a été une véritable révolution car ça a permis de faire venir un maximum de capitaux. Et ça, c'était vraiment incroyable pour la crypto. Parce que Bitcoin, lui, certes, était très à la mode. Tout le monde voulait avoir du Bitcoin. Mais ce qui faisait vraiment rentrer les capitaux, c'était Ethereum. Parce que Ethereum a amené tout ce qui est DEX, tout ce qui est finance décentralisée, donc lié par exemple, au perpétual, etc. Donc ça n'existait pas encore à l'époque, mais c'était déjà le début de la DeFi. Et donc, ça a amené aussi les NFT, etc. Enfin, plein de choses. Les smart contracts ont permis vraiment l'essor de la crypto-monnaie. Et ensuite, il y a eu de plus en plus de tokens qui ont été créés sur la blockchain Ethereum. Et d'autres blockchains, elles, ont copié tout simplement Ethereum en faisant de l'EVM, donc en utilisant la virtual machine d'Ethereum. Donc c'était vraiment une véritable révolution à cette époque-là. Et Ethereum était en voie de dépasser tout. Même on pensait que Ethereum allait flip Bitcoin. En 2020, véritable problème, un problème qu'on connaissait déjà 2 ans avant, mais qui n'a fait que croître, à savoir les frais de transaction. Ouais, ça coûtait de plus en plus cher de tout simplement faire une transaction sur Ethereum, que ce soit utiliser les smart contracts, la DeFi ou les NFT, ce que vous vouliez, eh bien, ça coûtait une blinde. En plus de ça, à ce moment-là, on était encore en Proof of Work, donc on utilisait encore des machines, des rigs de mining pour pouvoir, miner de l'Ethereum. D'ailleurs, paradoxalement, l'époque bénie du mining fut aussi l'époque la plus critique pour Ethereum, à savoir celle où les frais de transaction ont été les plus élevés, et celle où les mineurs se sont le plus gavés, effectivement, parce qu'on s'est retrouvé avec des blocs parfois qui montaient jusqu'à 64 ETH, voire plus. C'est-à-dire que dans un seul bloc, on pouvait gagner 64 ETH, tout simplement parce que les mines se faisaient à un instant T. Donc, par exemple, les mines de NFT, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre la collection CryptoPunk au hasard. Eh bien, si vous vouliez avoir un CryptoPunk, il fallait être à un instant T à un moment précis. Et pour évidemment ne pas rater le mint, vous deviez payer des frais de transaction suffisamment élevés pour passer devant tout le monde. Et comme tout le monde faisait ça en même temps, eh bien on se retrouvait avec un bloc qui était rempli d'énormément de frais de transaction et on se retrouvait très riche à la fin. Nous, en tant que mineurs en tout cas. On était bien contents, très contents en tout cas de ce qui s'est passé pendant cette période, même si les utilisateurs, eux, déplorer cette situation parce que ça leur coûtait extrêmement cher. Donc nous on en a profité en tant que mineurs, on avait des frais de transaction extrêmement hauts, donc c'était vraiment ultra bénéfique pour nous. Le problème dans l'histoire, c'est qu'on a évidemment des utilisateurs qui sont montés au credo et qui ont commencé à dire ouais c'est pas possible, on peut pas rester sur une blockchain qui coûte aussi cher. Et ça se comprend. Et c'est pour ça qu'est arrivé les roll-up. Les roll-up, comme vous le savez, c'est des L2, les roll-up L2 qui ont permis de limiter les frais de transaction en regroupant plusieurs transactions en les envoyant en une seule fois sur la blockchain principale, à savoir Ethereum. Bon, à mon avis, et c'est ce que pensait au début aussi Vitalik, c'était un pansement sur une jambe de bois. On le voit aujourd'hui, hein. Pour moi, la plupart des L2 ne servent à rien. Pour moi, il faut retravailler Ethereum à la base, c'est-à-dire faire de la parallélisation comme le fait Solana, si on veut vraiment que justement Ethereum n'arrive pas à un déclin potentiel
prochainement. Donc évidemment, ça n'a pas été la solution escomptée. On est évidemment encore sur les roll-up, on est encore sur les L2, donc des pansements sur une jambe de bois. On peut même aller jusqu'au L3, L4, L5, L6 si vous voulez. De toute façon, on ne trouve pas une solution au véritable problème à la base. On essaye souvent de trouver des solutions temporaires et c'est des solutions qui sont ridicules en réalité. D'ailleurs, en 2020, Vitalik souhaite passer du Proof of Stake au Proof of Work. Tout simplement, pour lui, c'est une solution à la pérennité de Ethereum. Il pense que ça sera vraiment une solution pour limiter les frais de transaction et pour la scalability. Donc ça, effectivement, c'est à voir. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que finalement ça ait servi à grand chose, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas tout de suite en 2020. Il préfère attendre et il laisse languir plusieurs mois, plusieurs années. C'est-à-dire, il a attendu 2022 pour finalement dire ok, on passe vraiment en Proof of Stake, sauf qu'il le fait un peu de manière brutale parce qu'il prévient pas vraiment les mineurs ou quoi que ce soit, tout simplement parce que à ce moment-là, il y a énormément de mineurs qui comptent sur Ethereum pour vivre, c'est vrai, hein, et ça a été un choc assez brutal, c'est arrivé très vite parce qu'à chaque fois il nous l'annonçait chaque année et finalement ça se faisait pas. Et pourquoi il ne voulait pas le faire au début ? Bien tout simplement parce qu'il avait peur d'une scission à l'intérieur de son équipe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début d'Ethereum, il y a eu un énorme rollback parce qu'il y a eu des Ethereum qui ont été volés. Et à ce moment-là, il y a un choix cornélien qui a été donné à Vitalik, à savoir soit on continue comme ça, et dans ce cas-là, c'est la blockchain qui est maître, soit on prend le contrôle de la blockchain et on revient en arrière. Et c'est, rappelez-vous à ce moment-là, qu'est né ETC, Ethereum classique. Et c'est pour ça, justement, que Ethereum Classic est né, parce qu'une partie de l'équipe de Vitalik s'est dit non, nous on revient pas en arrière, ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on a prévu la blockchain, nous on va continuer sur la précédente blockchain, on va aller sur ETC. Et Vitalik a dit non, moi je pense qu'il est nécessaire pour la croissance de notre blockchain qu'on reprenne le contrôle, donc nous on va faire un rollback et on va revenir en arrière. Et donc récupérer tous les Ethereum qui a été perdus. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo dédiée pour aller plus dans les détails parce que c'est pas tout à fait ça, mais vous avez les grandes lignes. Et en 2022, le passage du Proof of Work au Proof of Stake, c'était magique, ça a absolument rien changé, ça a réduit un peu l'inflation, mais les frais de transaction étaient toujours aussi élevés et encore aujourd'hui, en 2024, les frais de transaction sur Ethereum sont une tannée. Et donc forcément, petit à petit, s'est développé les roll-up qui sont en réalité, comme je vous l'ai dit, un pansement sur une jambe de bois. Un autre point positif, la blockchain Ethereum s'est véritablement désengorgée, effectivement. On a vu passer au tout début de quelques transactions à pratiquement 80% des transactions qui se passent maintenant sur les L2. C'est super, la blockchain principale, à savoir Ethereum, ne sert plus à rien. On rajoute à ça en plus que les L2 ont print un maximum de fees, c'est incroyable parce que du coup ils ont dépassé même Ethereum sur les fees, même avec les frais de transaction énormes d'Ethereum, tout le monde a basculé sur les L2. Mais ça marche pas comme ça. En réalité, il faut voir les choses autrement, il faut repenser la blockchain, sauf que ça, évidemment, Vitalik a peur de le faire et il le fera sûrement jamais, donc elle va sûrement se faire dépasser par Solana. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'intro la plus longue au monde pour dire enfin que Solana va surpasser Ethereum. Oui, mais bon, ça méritait quand même un peu d'histoire quand même pour remettre les choses dans le contexte. Et donc Solana cherche avant tout la rapidité, donc faire un maximum de volume. Et c'est pour ça aujourd'hui que Solana est bien plus rapide en termes de transactions que Ethereum ou n'importe quelle autre blockchain, car elle a visé en premier les véritables TPS. Et je dis bien les véritables TPS parce que il y a les TPS que vous pouvez avoir, par exemple, si vous faites des frais de transaction entre vous, donc envoyer d'un point A à un point B, et les frais de transaction qui passent par des smart contracts et qui sont d'autant plus longs en principe. Donc Solana, c'est la blockchain la plus rapide de l'écosystème et ce qu'elle cherche avant tout, c'est la rapidité grâce à la Solana Virtual Machine, à la parallélisation des transactions, ce qui permet d'augmenter considérablement le nombre de transactions par seconde. C'est pour ça que c'est la blockchain qui offre le plus de TPS réels, je dis bien réels, à l'heure actuelle. Parce qu'évidemment, vous pouvez toujours tricher sur les TPS, faire des TPS entre deux serveurs et donc forcément vous optimiser au maximum. Mais dans une utilisation réelle, une utilisation concrète, Solana est la plus rapide. C'est celle aussi qui a le plus souffert et c'est celle aussi qui est le plus résiliente dans tout ça parce que c'est quand même la seule blockchain qui a pu se relever d'un véritable coup de massue après FTX. On est passé quand même d'une crypto qui valait peut-être $200 à $8 et finalement est remontée à $200 juste après pour valoir aujourd'hui $140. C'est quand même incroyable de voir qu'elle s'en est sortie aussi bien avec autant d'handicap dans les pattes. C'est juste incroyable. Donc comme je vous l'ai dit, sur le fameux trilemme de la blockchain, à savoir décentralisation, sécurité et scalability, eh bien Solana, c'est plus l'aspect scalability, c'est-à-dire qu'elle essaye d'être le plus rapide possible.
au détriment, entre parenthèses évidemment, de la décentralisation et de la sécurité. Même si au final, Solana, en termes de sécurité et en termes de décentralisation, est aussi pas mal. Parce que contrairement à ce qu'on croit, tout n'est pas chez Etzner, tout n'est pas chez un provider en particulier, c'est plutôt bien réparti et c'est à ce compte-là aussi bien réparti, aussi sécuritaire que peut l'être Ethereum. Et je vous renvoie du coup au rapport de Messari.io qui explique ça, qui montre en fait la répartition des nodes en fonction des blockchains Proof of Stake. Et vous voyez que mis à part eh bien évidemment Bitcoin qui du coup n'a pas de provider, eh bien toutes les autres blockchains sont plus ou moins centralisées comme l'est un peu Solana. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ce que les utilisateurs recherchent, ils cherchent de la rapidité. Donc ils ne se fient pas vraiment à l'aspect sécuritaire ou à l'aspect décentralisé. Et c'est pour ça que Solana est la blockchain qui engrange le plus de liquidité aujourd'hui, qui engrange le plus de volume. Donc la vision de Solana, elle est vraiment claire et très ambitieuse, à savoir devenir un Nasdaq décentralisé. Alors évidemment, pas tout à fait décentralisé comme je vous l'ai montré précédemment, mais en tout cas, elle tend à ça. Et ça permettra du coup d'engranger un maximum de capitaux et de faire venir des capitaux qui viennent de la finance tradie à la finance décentralisée sur Solana. On le voit aujourd'hui que Solana capte énormément de liquidités, entre autres liées au meme coin, entre autres liées aussi à d'autres propositions de valeur comme les shitcoins, etc. Ce qui ne sont évidemment pas des portails viables sur le long terme, mais quand même, ça permet de donner un regain à Solana temporairement. Donc Solana comparé à Ethereum, c'est quand même des années de différence en termes de DeFi. La DeFi Solana, elle est à peine arrivée l'année dernière avec Jitosol et Camino. Et la DeFi Ethereum, ça date quand même de plus de 5 ans. Donc, on peut pas comparer les deux. Dites-vous quand même qu'en un an, Solana a réussi à exploser en termes de chiffres la DeFi d'Ethereum, presque en tout cas. En termes de volume, en tout cas, chaque semaine, la DeFi de Solana explose Ethereum. Donc, laissez le temps aussi à Solana de faire son petit train, de faire son terrier et évidemment je vous assure que Ethereum sera dépassé par Solana. Solana, c'est un très long parcours quand même, hein. Parce que si on regarde bien, il y a eu des pannes, des congestions, des arrêts, etc. Et ça a renforcé l'image de Solana, de la blockchain qui s'arrête tout le temps. Il y a plein de mèmes sur ça. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais ça ne sera plus possible dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça n'existera plus ça. Notamment grâce à FireDancer. Et je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait faite sur le sujet qui explique pourquoi FireDancer va résoudre ce problème de panne et de congestion. Et on n'entendra plus parler de ça, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'il y a eu la dernière mise à jour de FireDancer, et ça permet aujourd'hui d'aller jusqu'à 1 million de TPS virtuels évidemment, mais en réel, on pourrait se rapprocher quand même des 2000-5000 TPS, qui est quand même assez colossal. Pensons maintenant au validateur, ça c'est un truc important à prendre en compte. Vous savez très bien qu'un validateur, il fait pas ça gratuitement. Quand il apporte de la sécurité, une infrastructure réseau à une blockchain, il attend évidemment que ça rapporte quelque chose. On le voit sur le Cosmos Hub, il y a énormément de blockchains qui disparaissent parce que les validateurs ne veulent plus suivre, parce que ça coûte trop cher de mettre en place une infrastructure et ça rapporte que dalle. Eh bien, sur Solana actuellement, les validateurs, ils sont plutôt bien rémunérés et aussi bien rémunérés que sur Ethereum. En trading on-chain, aujourd'hui, Solana dépasse parfois Ethereum, tout simplement parce qu'on peut faire évidemment beaucoup plus de volume quand les frais de transaction sont pas à 10 €. Voilà. Sur la question des stablecoins aussi, il faut savoir que les stablecoins, c'est la base aujourd'hui de la finance décentralisée. Il y en a partout. Et ce qui compte le plus de stablecoins à l'heure actuelle, c'est la blockchain, évidemment, Ethereum. C'est Ethereum qui détient le plus de Tether, aussi de Circle, donc du SDC et du USDT. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'USDC en natif sur Solana et ça ne cesse de grimper tous les jours. Parce que évidemment, plus on va développer la DeFi, plus on va avoir besoin de se sécuriser, de se hedge et donc on va avoir besoin de stablecoin. N'oublions pas aussi qu'il y aura bientôt un ETF Solana, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans les cartons, ça a été proposé. En termes de croissance sur la DeFi, comme je vous l'ai dit, le volume à la base, c'était 1/10 par rapport à Ethereum et c'est passé maintenant à la moitié, c'est-à-dire que Solana maintenant en termes de volume représente la moitié d'Ethereum et chaque semaine on voit que Ethereum se fait dépasser par Solana et ça c'est juste impressionnant quand même. Une autre partie importante que vous ignorez sûrement parce que ça vous intéresse pas forcément, mais c'est le hardware en lui-même. Le hardware de Solana, c'est-à-dire les serveurs réels de Solana, ils ont été mis à jour avec notamment des nouveaux processeurs IA et aussi du multicœur, donc ils sont encore plus rapides que ça n'était le cas il y a un an.
Donc on ne cesse en fait de croire, et sur la partie hardware, on évolue aussi. Et ça, c'est évidemment un gros plus par rapport à Ethereum qui lui ne bouge pas vraiment. Les mises à jour mettent du temps, et au niveau hardware, ça bouge pas énormément non plus. En plus de ce que je vous ai dit, l'avantage de Solana par rapport à Ethereum, c'est la parallélisation, et ça vraiment ça change tout. Ça permet de faire plusieurs transactions en même temps sans avoir à les mettre à la chaîne comme c'est le cas sur Ethereum, ce qui est un handicap colossal. Pour comparer maintenant les fondateurs, si vous le souhaitez, vous avez d'un côté Anatoly Yakovenko qui est le fondateur de Solana, qui est plutôt discret dans sa manière de faire, qui est plutôt aussi quelqu'un de souple et surtout qui se remet en question assez souvent, et ce qui n'est pas le cas par exemple d'un côté de Vitalik Buterin qui est quelqu'un d'assez borné dans sa manière de penser et qui est un peu, on va dire, extravagant sur les bords, ce qui peut parfois prêter à confusion quant au sérieux de Ethereum. Mais bon, ça c'est un détail évidemment, tous les génies ont leurs vices. Mais on va dire que c'est un peu plus compliqué de convaincre des investisseurs quand vous avez quelqu'un comme Vitalik par rapport à quelqu'un de très posé comme Anatoly Yakovenko. Bon, évidemment, ça ne veut rien dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, vous avez quelqu'un qui fait preuve quand même de pas mal de souplesse, qui est capable de s'adapter, qui est capable de se remettre en question, et de l'autre, quelqu'un qui, une fois qu'il a une idée en tête, eh bien, il veut plus s'arrêter, ou alors, il veut pas se remettre en question, il veut pas remettre en question Ethereum, il ne veut pas mettre de parallélisation, il ne veut pas faire évoluer Ethereum, et c'est pour ça que les L2 ont fini par remplacer et remplaceront petit à petit Ethereum en termes d'utilisateurs, en termes d'utilisation, pardon. On est quand même, comme je vous l'ai dit au début, à 80% de transactions qui sont faites sur les L2 par rapport à Ethereum. C'est juste incroyable. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez venir sur le Discord, vous pouvez discuter avec moi directement en vocal, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions bêtes avec moi, vraiment. J'accueille tout le monde vraiment à bras ouverts, c'est-à-dire que si vous avez les questions les plus débiles, que vous pensez débiles, hein, bien sûr, ou les questions les plus débutantes ou quoi que ce soit, eh bien, je répondrai et la communauté répondra aussi. Et tout le monde vous accueillera à bras ouverts, vraiment, il n'y a pas de prise de tête, personne ne vous prendra de haut en vous disant que vous êtes un débile et que vous ne connaissez rien à la crypto. Même si vous parlez de shitcoin, de memecoin, de ce que vous voulez, personne ne vous jugera ici, donc vous êtes le bienvenu. Il y a un abonnement premium pour ceux qui veulent vraiment évoluer, mais vous pouvez très bien rester en partie gratuite toute votre vie et vous aurez exactement la même chose, sauf quelques petits détails que vous n'aurez pas. Et un grand merci à Kyle Samani, qui est le fondateur de Multicoin Capital, qui m'a donné cette idée de vidéo car il était présent à la Token 2049 et justement sa présentation portait sur Sol va flip ETH, et du coup j'ai repris quelques schémas, j'ai repris aussi quelques idées qu'il avait en rajoutant les miennes évidemment, et ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Mais ça de toute façon vous le découvrirez par la suite. Je vous invite à venir sur notre Discord. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de mon analyse, si elle est viable ou pas, si au final je me trompe complètement et je raconte de la merde, ou au contraire si c'est super et véritablement Solana va véritablement dépasser Ethereum. Voilà, je vous remercie.